Alors bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là pour commencer, et puis un grand merci au comité du Vieux-Marseille de me donner la possibilité de présenter mon travail. Alors je ne suis pas marseillais d'origine, je suis marseillais d'adoption. Comme l'expliquait tout à l'heure monsieur, je suis officier de l'armée de terre en reconversion, et ma dernière affectation ça a été Marseille. Et j'ai développé un vrai lien affectif avec la Provence et avec la ville en particulier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de travailler sur Marseille dans mon travail. Et alors la période qui m'intéressait tout particulièrement en architecture, c'était la période du Second Empire. Et il y a un nom qui s'impose à Marseille pour ce qui est de l'architecture du Second Empire, c'est celui d'Henri Espérandieu, qui meurt en 1874 à l'âge de 45 ans, en laissant derrière lui 3 édifices d'architecture monumentale, 2 qui sont très connus et qui font vraiment partie de l'identité marseillaise, donc la Bonne Mère, la basilique Notre-Dame de la Garde, et puis le Palais Longchamp, et un 3e édifice qui est moins connu, même des Marseillais, puisqu'il s'agit de l'ancienne école des Beaux-Arts Bibliothèque de Marseille, aujourd'hui Palais Carly ou Palais des Arts, qui se trouve donc en bas du pont Julien, juste derrière le lycée Thiers. Alors, ce qui me frappe au premier abord dans l'œuvre d'Espérandieu, dans ces 3 monuments, c'est la très forte différence qu'il y a entre chacun. Ils sont si différents qu'on pourrait presque se demander s'ils sont du même architecte. Alors, la Bonne Mère, avec sa polychromie en façade, son emploi de l'arc plein cintre, n'a pas grand-chose à voir avec l'esthétique assez baroque du Palais Longchamp, avec sa colonnade, sa dimension très ornementale. Et puis le même Palais Longchamp n'a pas grand-chose à voir avec l'école des Beaux-Arts Bibliothèque, avec sa façade assez linéaire. Donc variété au sein de l'ensemble de l'œuvre, mais également très forte variété au sein de chaque monument, puisque la Bonne Mère fait appel à des références orientales, à des références de la Renaissance italienne, et puis également des références romanes. Ça, c'est la Bonne Mère. Le Palais Longchamp, c'est un monument assez déroutant, un double musée, qui est à la fois musée des Beaux-Arts et muséum. En même temps, c'est un château d'eau. Et puis, l'école des Beaux-Arts Bibliothèque est encore plus déroutante, avec toutes les fonctions qui sont les siennes, de bibliothèque, d'école, de musée, puisqu'elle abritait une collection de médailles à sa création, et l'Académie de Marseille. Alors, la variété très forte de l'œuvre d'Espérandieu interpelle et elle pose la question de la cohérence de l'œuvre. On peut se demander si c'est finalement un architecte à plusieurs visages. Est-ce que c'est une œuvre qui est incohérente, qui multiplie les différentes références stylistiques, ou est-ce qu'il y a une unité, une clé de lecture dans l'œuvre? Et j'ai trouvé intéressant de mettre en parallèle les 2 édifices qui me semblent les plus différents, à savoir Notre-Dame de la Garde, qui est un véritable symbole marseillais, et puis le Palais des Arts, qui est moins connu. Je vais essayer de vous démontrer ici que si l'œuvre est effectivement très variée du point de vue de la forme, elle trouve en fait sa cohérence dans une approche idéologique de l'architecture, et qu'Espérandieu combine les modèles et les références pour créer des univers architecturaux symboliques. Alors, pour ce faire, je procéderai en 3 parties. Je commencerai par recontextualiser la vie d'Henri Espérandieu de manière chronologique, en parlant de son enfance et de son adolescence à Nîmes. Ensuite, j'aborderai les questions de l'architecture nationale, à l'époque où il est à Paris, à l'École des Beaux-Arts. Et puis enfin, j'en viendrai à la situation locale, à la situation en Provence et à Marseille, au moment où il y arrive en 1852. Et ça me conduira à traiter séparément chacun des 2 monuments, en commençant en noblesse oblige par la Bonne Mère. Je chercherai à vous montrer qu'il s'agit en fait d'une quête de l'identité marseillaise incarnée dans un bâtiment. Et je vous parlerai ensuite de l'école des Beaux-Arts Bibliothèque pour vous montrer qu'il s'agit de la même démarche idéologique, mais cette fois pour trouver une idée de synthèse de la connaissance. Voilà. Alors, tout d'abord, la vie d'Espérandieu, c'est une vie qui est très séquencée, si je puis dire. Elle commence en 1829, et elle se finit en 1874, donc 45 ans, une vie assez courte, dans laquelle on peut délimiter assez clairement des périodes. J'ai mis ici la vie d'Espérandieu en rapport avec la chronologie de la grande histoire de France. Donc il naît sous la Restauration en 1829. La première période, c'est toute son enfance
et son adolescence qui ont lieu à Nîmes, sous la monarchie de Juillet. Ensuite, son départ pour Paris en 1845, phase parisienne, où il étudie à l'école des Beaux-Arts, où il se forme, où il a son premier emploi d'architecte auprès d'autres architectes. Et puis son arrivée à Marseille en 1852 et toute la phase où il construit qui se passe sous le Second Empire. Alors sous la frise chronologique, j'ai mis les chantiers principaux de la vie d'Espérandieu. Les deux qui nous intéressent le plus sont en orange. Alors, premier chantier très important dans sa vie, le chantier de la Major. Il n'est pas l'architecte en chef de la Major, mais il est le conducteur des travaux, jusqu'à la fin de sa vie. Ensuite vient Notre-Dame de la Garde, qui est son œuvre de jeunesse, qui ne verra pas terminer non plus, puisqu'elle sera terminée en 1894. Les travaux commencent en 1853. Le Palais Longchamp, 1861-1868, c'est déjà un architecte établi au moment où il reçoit cette commande. Et puis enfin, l'école des Beaux-Arts Bibliothèque, dont le chantier commence en 1864, et là non plus il n'en verra pas la fin, c'est son chantier de maturité, si je puis dire. Alors, Henri Espérandieu, c'est quelqu'un qui naît dans la ville de Nîmes et qui grandit pendant la monarchie de Juillet. Alors, qu'est-ce que c'est que cette enfance d'Espérandieu dans cette ville? D'abord, Espérandieu, c'est quelqu'un qui naît dans un milieu protestant, un milieu dans lequel il y a la valeur du travail, il y a également une notion de discrétion, et il naît dans un milieu modeste. Son père est revendeur, c'est un petit commerçant du centre-ville de Nîmes, et je dirais que c'est déjà quelque chose qui le positionne par rapport aux autres architectes de son temps, comme ses maîtres que sont Charles Questel et Léon Vaudoyer, qui tous les deux appartiennent à la grande bourgeoisie et qui sont tous les deux parisiens. Et à l'époque, on avait très souvent tendance à envoyer des architectes parisiens pour construire dans les villes de province. Donc déjà, spécificité de cette condition sociale d'Espérandieu qui naît dans un milieu modeste. Et c'est quelque chose qui compte, parce que c'est un homme qui n'a pour lui que sa force de travail et l'appui de ses maîtres. Il n'a pas de réseau. Et donc il grandit à Nîmes. Alors qu'est-ce que c'est que la ville de Nîmes sous la monarchie de Juillet? Eh bien tout d'abord c'est une ville qui est très fortement marquée par l'Antiquité. Donc Nîmes a toute une histoire liée à la conquête des Gaules, et au moment où Espérandieu grandit à Nîmes, eh bien, il y a encore plein de monuments qui sont très marquants dans cet esprit. J'en ai mis deux exemples ici, la fameuse Maison Carrée, qui est un des temples les mieux conservés de toute l'histoire romaine, et puis les arènes de Nîmes, dont la restauration se termine au début du XIXe siècle. Puis on aurait pu également parler du pont du Gard, qui n'est pas trop loin et qui lui aussi rayonne dans l'identité nîmoise. Et au moment où les architectes construisent, fin 18e, début 19e, il y a cette idée qu'il faut construire en cohérence avec l'histoire architecturale de la ville. Par exemple, en 1800, l'architecte Charles Durand crée tout un quartier antique pour mettre en valeur la Maison Carrée qu'on voit ici. Et c'est dans ce contexte qu'est construit le théâtre Alexandre Durand, qu'on voit juste derrière la Maison Carrée, le monument à colonnade, qui est malheureusement détruit en 1952 par un incendie, mais on voit bien la recherche d'un esprit antique. Alors ça ne se limite pas à l'esprit antique, parce qu'il y a aussi toute une tradition romane en Provence, et c'est là qu'entre en compte un monument qui est particulièrement important dans la vie d'Espérandieu, c'est l'église Saint-Paul, qui est construite par Charles Questel. Donc le chantier dure entre 1835 et 1849, et c'est un chantier très important dans la vie du petit Henri Espérandieu, parce que ses parents vivent sur la place où est construite l'église, et le papa doit connaître les artisans sur place, il connaît l'architecte, tous les jours il les voit, et il emmène son fils sur le chantier, le fils se passionne pour cette église en construction, et il décide de devenir architecte. Et c'est par l'intermédiaire de l'architecte de Saint-Paul, Charles Questel, qu'il est recommandé auprès de Léon Vaudoyer, l'architecte chez qui il va se former à Paris pour passer le concours de l'école des Beaux-Arts. Et ce qu'il est important de retenir ici, c'est que l'église Saint-Paul de Nîmes, c'est la première église construite en style néo-roman en France. Donc, de cette période sudiste de la jeunesse d'Espérandieu, on peut retenir quelques éléments. Tout d'abord, le milieu modeste
dont il vient, milieu travailleur, qui a une influence dans son enfance, et puis le lien avec l'Antiquité romaine et les chantiers contemporains, dont cette église Saint-Paul de Nîmes. Alors en 1845, il arrive à Paris, et c'est là qu'il rentre dans la carrière d'architecte, et il convient que je vous parle un petit peu de ce que c'est que l'architecture en France dans ces années 1840. Alors, tout d'abord, c'est l'époque précédente, c'est le néoclassicisme qui rayonne encore dans les mentalités à l'époque. Donc c'est ce lien fort qu'entretient l'architecture avec l'idée du temple grec, une idée d'architecture assez épurée avec des colonnades. J'ai mis 3 exemples ici. L'église Notre-Dame de Lorette à Paris, dans le 9e arrondissement. En dessous, le palais de justice historique de Lyon. Et pour parler de Marseille et de notre architecture locale, l'église Saint-Joseph que vous pouvez avoir le plaisir de contempler rue Paradis. Alors voilà ce qu'on a derrière. Et maintenant, ce qui se passe dans les années 1840, c'est plutôt la phase de l'historicisme, c'est-à-dire l'idée de reconstruire des monuments dans un style historique. Il y a eu toutes sortes de découvertes archéologiques dans la deuxième partie du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Et dans la ligne du romantisme, eh bien, on cherche à reproduire par exemple des églises de style gothique, comme vous pouvez le voir avec la basilique Sainte-Clotilde à Paris, ou bien à Marseille, l'église Saint-Michel-Archange, construite entre 1850 et 1864, à proximité de la Plaine, et également les grands chantiers de restauration. On restaure les monuments anciens, comme par exemple c'est le cas avec le château de Blois, qui est restauré par Félix Duban entre 1843 et 1871. Alors, Espérandieu se forme et prépare l'école des Beaux-Arts dans l'atelier de Léon Vaudoyer. Donc ce qu'on faisait à l'époque pour préparer le concours, c'est qu'on se rattachait à un atelier d'architectes. Il y avait des classes, on y apprenait les lois de la perspective, de la construction, des mathématiques, et à l'issue de ça, on présentait le concours de l'école des Beaux-Arts. Et chaque atelier était particulier, chaque maître avait un petit peu sa singularité. Et en conséquence, il faut que je vous parle de Léon Vaudoyer pour vous expliquer un peu quelle était sa dynamique architecturale. D'abord, c'est l'architecte de la Majeure à Marseille, Léon Vaudoyer. Et c'est quelqu'un qui est un moderne à l'époque. Déjà, il est assez jeune, il a 42 ans au moment où Espérandieu arrive dans son atelier. C'est quelqu'un qui est imprégné par la pensée positiviste d'Auguste Comte et puis par le saint-simonisme, cette philosophie qui se base sur la confiance dans le progrès technique, la certitude que c'est finalement les progrès de l'industrie, les progrès de la science qui vont conduire à la liberté des peuples et à l'émancipation. Et c'est quelqu'un qui n'a pas une approche historiciste de l'architecture, mais qui a une approche éclectique. Il ne veut pas construire en rebâtissant dans une logique de pastiche des églises de style néo-gothique, par exemple. Lui veut mélanger les styles. Il dit qu'il faut conserver cette ouverture d'esprit et mélanger les styles architecturaux pour créer des bâtiments qui sont un petit peu des chimères. Alors, pour se convaincre de la singularité de l'esprit de l'atelier de Léon Vaudoyer, on peut regarder le concours pour le Grand Prix qui est proposé par l'École des Beaux-Arts en 1845. Et le thème de ce concours, c'est, je cite, « Une église cathédrale pour une ville capitale ». Ça se passe 7 ans avant la construction de la Majeure. Alors le premier prix est obtenu par un élève d'Hippolyte Lebas. Hippolyte Lebas, c'est la vieille école, c'est le vieil architecte néoclassique, c'est celui qui a construit Notre-Dame de Lorette dont on parlait un petit peu plus haut. Et c'est donc un élève de cet atelier qui obtient le premier prix en proposant une basilique avec un plan en croix latine classique qui s'inspire très clairement du Panthéon de Soufflot. Donc c'est intéressant de voir qu'en 1845, l'École des Beaux-Arts bénit de son prix un projet qui est encore néoclassique. Et l'atelier Vaudoyer, dont faisait partie Espérandieu, a participé à ce concours et il a proposé une toute autre approche de la basilique. Alors, c'était un projet qui proposait des références historiques, mais des références historiques qui étaient variées. Il y avait des références qui étaient issues du gothique d'Île-de-France,
mais aussi des églises polychromes d'Italie et de Sicile. Il y avait également des références à la basilique chrétienne de Ravenne, avec des dômes et des peintures. Donc, une approche vraiment éclectique de l'idée d'édifice religieux. Alors, on peut s'interroger sur cette position de l'éclectisme dans l'architecture du temps, et je dirais qu'elle est très liée à une approche politique singulière de la monarchie de Juillet. Sous la monarchie de Juillet, on a vu la révolution de 1789, on a vu les différents changements de régime, on a vu la révolution de 1830, et on a conscience de la grande fragilité du pouvoir en place. Et c'est la raison pour laquelle on développe une politique de compromis permanent. Il s'agit de trouver des compromis avec, d'une part, la grande aristocratie, et d'autre part, avec la grande bourgeoisie d'affaires, qui tire le pays en avant dans la révolution industrielle. On cherche des compromis pour que se développe le progressisme dans les idées, mais tout en restant fidèle au conservatisme catholique. Bref, c'est un mode de gouvernance qui est complexe et qui est souvent contradictoire dans un pays qui change très vite avec la révolution industrielle. Et ces dynamiques se reflètent dans l'architecture qui participe également à l'élaboration du projet politique et social. En 1789, la vieille Académie d'architecture qui avait été fondée par Louis XIV est dissoute, et c'était cette académie qui normait le bon goût en architecture. C'était elle qui disait comment il fallait construire. Maintenant, il n'y a plus d'académie, donc il n'y a plus de goût en architecture. Comment est-ce qu'on doit construire ? Et d'autre part, l'architecte est en permanence concurrencé par toute cette évolution technique à laquelle on assiste. Il est concurrencé par l'ingénieur, son statut est tout le temps remis en question. Alors il faut qu'il définisse une nouvelle position, et la nouvelle position qu'il définit, c'est celle de coordonnateur dans un processus de construction. Il y a un édifice qui est vraiment très symbolique dans cette dynamique, c'est l'Opéra Garnier à Paris. Ce qui est formidable et très intéressant dans cet opéra, c'est que le vrai chef d'orchestre de cet opéra, c'est l'architecte. C'est celui qui va chercher la fusion des arts, la fusion des références historiques, et puis la fusion des sens. C'est celui qui va orchestrer le jeu des peintres, des sculpteurs. C'est celui qui va faire la jonction entre tous ces arts et la musique. C'est vraiment la démarche du temps, c'est une démarche de l'art total. Et c'est exactement dans cette démarche que se trouve Henri Espérandieu. Alors, maintenant on peut s'intéresser à la Provence en particulier, à la ville de Marseille. Et Marseille connaît, depuis 1830 et jusque sous le Second Empire, une véritable explosion sur le plan économique. Dans la ligne de la révolution industrielle, qui touche toute la France, mais aussi dans la ligne de toute une politique internationale qui est très singulière. Depuis la Révolution de 1789, l'influence maritime française avait été très largement mise en question, en particulier par l'Angleterre, et à partir de 1830, on assiste vraiment à une volonté française de reprendre une place centrale du point de vue maritime, et en particulier dans le bassin méditerranéen. Alors ça passe par la colonisation de l'Algérie en 1830, j'ai mis ici la reddition d'Abdelkader le 23 décembre 1847, et puis c'est une politique qui est développée et amplifiée par Napoléon III, qui vise vraiment un libre-échangisme sur le bassin méditerranéen. Et toute cette politique se fait autour d'une philosophie dont on a déjà parlé tout à l'heure, et qui est le saint-simonisme. Cette idée que c'est par l'ouverture des frontières, par le développement des échanges, que l'on va obtenir la paix entre les peuples. Et dans cette doctrine, et dans toutes les publications qui en découlent, Marseille a une place singulière qui lui est définie. Marseille, c'est la porte ouverte sur ces nouveaux espaces d'influence. Quelques chiffres pour illustrer mon propos. Marseille, en 1826, du point de vue de sa démographie, c'est 116 000 habitants. En 1841, on en compte 156 000 et on dépasse les 300 000 habitants en 1866. Un chiffre du point de vue du commerce, Marseille, en 1846, rapporte à la France plus de 40 millions de francs de droits de douane, et en 1850, elle dépasse largement Le Havre, Bordeaux et Paris. Elle est au 3e rang des ports des 2 hémisphères, juste après Londres et Liverpool. Alors,
cette ouverture sur la Méditerranée se double d'une dimension esthétique qui est la suivante, c'est que Marseille est perçue comme la porte de l'Orient. Je me réfère ici à un discours de Jean-Baptiste Pastré, qui est le président de la Chambre, et qui affirme, pendant le discours d'inauguration du Palais de la Bourse en 1860, je cite, « C'est ici, à Marseille, que l'Orient et l'Occident sont conviés par la civilisation à se donner la main. C'est sur la Méditerranée que doivent s'accomplir les plus grands travaux de paix. » Fin de citation. Et cette notion de porte de l'Orient, on la retrouve dans la littérature. Le jeune Flaubert de 19 ans, en 1840, fait un voyage en Italie et il commence son voyage en arrivant à Marseille et il écrit sur Marseille les phrases suivantes, je cite, « Marseille est maintenant ce que devait être la Perse dans l'Antiquité, Alexandrie au Moyen-Âge, un Capharnaüm, une Babel de toutes les nations. Vous entendez parler 100 langues inconnues, le slave, le sanskrit, le persan, l'égyptien, tous les idiomes. Nous sommes entrés dans une boutique pour y acheter des pipes turques, des sandales, des cannes d'agave. Toutes ces babioles étalées sous des vitres venues de Smyrne, d'Alexandrie, de Constantinople, qui exhalent pour l'homme à l'imagination complaisante tous les parfums d'Orient, les images de la vie du sérail, les caravanes cheminant au désert, les grandes cités ensevelies dans le sable. » Fin de citation. Alors on voit ici qu'il y a dans Marseille toute une charge d'exotisme oriental, et je dirais que c'est le propre du temps, puisque dans la ligne du romantisme s'est développé l'orientalisme, donc ce goût pour l'ailleurs, au sens assez large du reste, ça englobe une notion géographique assez large. Ça passe par des œuvres comme Les Orientales de Victor Hugo, qui est publié en 1829, ça passe par Salammbô de Flaubert en 1862, et puis c'est également toute une peinture romantique et orientaliste. J'ai mis un exemple ici de Delacroix, de cavaliers orientaux qui se combattent. Et Marseille est incluse dans cette dynamique orientaliste française. La conséquence de cette ouverture sur la Méditerranée, c'est en Provence un sentiment de menace de l'identité locale. Il y a tout un développement de la population qui est lié à l'arrivée massive des Italiens, ce qui conduit un homme politique de l'époque qui s'appelle Jean-Jacques Baud à écrire en 1847 la phrase suivante « L'on verra bientôt tout à Marseille, sauf des Marseillais ». Alors, menace, sentiment de menace, et puis également sentiment de menace du fait du centralisme qui est imposé par la capitale, et principalement depuis la Révolution, qui conduit notamment au développement de la langue française dans les institutions d'État, mais également à l'apprentissage de la langue française à l'école obligatoire, ce qui conduit à une menace sur la langue, à une perception de la menace de l'identité culturelle provençale. Et c'est ce qui conduit notamment Frédéric Mistral à créer le Félibrige en 1854 pour protéger cette langue, pour protéger cette culture. Et l'identité provençale passe également par l'architecture. On a le sentiment qu'il existe une architecture singulière en Provence, ce qui conduit par exemple un architecte comme Henri Révoil, qui du reste sera le successeur d'Espérandieu à sa mort sur le chantier de Notre-Dame de la Garde, et qui écrit dans cette période un livre consacré à l'architecture romane dans le midi de la France, dont le but est le suivant: classer, décrire, retracer dans son ensemble et surtout dans leurs détails ces types trop longtemps ignorés de l'architecture romane du midi de la France. Alors qu'est-ce que c'est que ce rattachement au style roman? Déjà, c'est une opposition idéologique à l'idée d'Eugène Viollet-le-Duc que l'architecture française, l'architecture nationale dans ce siècle où se développe le nationalisme, c'est l'architecture gothique. Pour Viollet-le-Duc, il faut construire en style néo-gothique, c'est l'architecture nationale. En Provence, les gens ne sont pas d'accord avec ça et ils revendiquent plutôt le style roman avec un lien fort à l'Antiquité. J'ai mis deux exemples ici qui sont cités par Révoil parmi tant d'autres. Vous pouvez voir ici à gauche le chevet de la chapelle Saint-Quénin à Vaison-la-Romaine et puis à droite la chapelle de Saint-Gabriel à Tarascon qui datent toutes les deux du XIIe siècle. Et on y voit clairement l'influence antique
Par exemple, pour la chapelle Saint-Gabriel, on voit très bien la façade qui comporte un fronton triangulaire qui est supporté par des colonnes à chapiteaux corinthiens. Donc il y a toute cette influence qui a vraiment marqué la Provence depuis la chute de Rome. Et c'est dans ce contexte qu'Henri Espérandieu arrive à Marseille en 1852, donc dans une ville de Marseille qui est partagée entre le souhait de préserver son identité provençale, avec son lien à l'Antiquité, son lien au style roman, et en même temps la volonté de s'ouvrir sur la Méditerranée, d'incarner la modernité, d'être quelque part à la pointe du développement économique. Et ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, eh bien, c'est que Notre-Dame de la Garde va tenter une synthèse de toutes ces dynamiques. Notre-Dame de la Garde est un édifice synthèse. Alors, pour évoquer Notre-Dame de la Garde, il est obligatoire de parler d'un autre édifice de Marseille, qui est la cathédrale de la Major, construite par Léon Vaudoyer, dont on parlait tout à l'heure, et qui est le maître d'Espérandieu. Et Espérandieu vient à Marseille en 1852 dans un cadre bien précis. Il y vient pour être le conducteur des travaux de la Major. Il est tout jeune, il a 23 ans, et c'est l'employé de Léon Vaudoyer. Léon Vaudoyer donc, est parisien, c'est un architecte qui a plusieurs chantiers à gérer, et il lui faut un représentant à Marseille, un représentant sur place. Et il a choisi son meilleur élève, il a choisi son homme de confiance, le jeune Espérandieu, pour tenir cette place. Et ce qu'il lui dit, en fait, c'est bon, écoutez, vous arrivez à Marseille pour travailler à mon service, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de réseau, moi j'en ai, eh bien, vous allez vous lancer dans la carrière marseillaise, moi je vais vous ouvrir mon réseau pour que vous puissiez construire sur mon nom un bâtiment qui sera le vôtre et qui va lancer votre carrière. Vous êtes protestant, vous êtes tout jeune, vous n'avez aucune chance auprès de Monseigneur Eugène de Bazneau, qui est représenté sur cette diapositive et qui tient un rôle central dans l'architecture marseillaise à l'époque, et qui n'aurait pas voulu d'un architecte protestant et si jeune pour construire sa basilique. Eh bien, Vaudoyer ouvre cette possibilité à Espérandieu. Et c'est exactement en même temps qu'il travaille comme directeur du chantier de la Major qu'il élabore ses plans pour la Bonne Mère en 1852. Alors, le coup fonctionne, son projet est retenu par l'administration du sanctuaire.